Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, on voit qu'il y a déjà quelques participants connectés. On va attendre quelques minutes les retardataires. Ceux qui ne sont pas connectés à 14h pile exactement. Qui sont en train de se faire couler un café. Bonjour. Bonjour à tous. Il y a de plus en plus de connectés, c'est super. On va commencer dans quelques minutes. On attend encore les retardataires. On en profite pour vous dire une première fois, on le répétera, que donc là, vous êtes dans le chat pour échanger, mais vous avez un onglet questions pour poser vos questions. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation. On y répondra à la fin. On a un temps d'échange prévu à cet effet. On se dit qu'on se lance à 5. Oui, on a 40 participants. Je pense qu'on peut attendre un petit peu encore. Ça marche. En tout cas, on voit des noms qui reviennent d'un webinaire à l'autre. On est ravis. C'est chouette. Si jamais, j'en profite, pareil, on le répétera, mais pour ceux qui ont loupé l'épisode 1 et l'épisode 2, vous pouvez les voir en replay et il n'y a pas de souci. Vous pourrez quand même suivre l'épisode 3 sans problème. Bonjour aux nouveaux arrivants. On va attendre encore 2 petites minutes et on pourra commencer. Et dans tous les cas, pour les retardataires, il me semble qu'il y a un lien de replay qui sera de toute façon disponible. Bien sûr, aussi. Du coup, pas d'inquiétude. Je pense qu'on va pouvoir commencer. On s'approche des 50 participants. Et puis, les retardataires prendront en cours de route. Ça vous va? Parfait, tout bon pour moi. Allez, c'est parti. Encore bonjour à tous, bienvenue. On a le plaisir de vous accueillir à nouveau aujourd'hui. On se retrouve pour un 3e et dernier webinaire sur le thème du guide de la valorisation des biens des collectivités territoriales, que vous pouvez d'ailleurs toujours télécharger gratuitement sur notre site institutionnel, donc n'hésitez pas. On va déjà se présenter toutes les trois. Donc, je suis Héloïse Cotin, je suis directrice de projet immobilier public et donc j'accompagne les entités publiques dans la cession de leur patrimoine immobilier. Je suis Charlotte Youst, responsable expertise immobilière, attachée à déterminer la valeur de vos biens avant vente, mais aussi à déterminer les enjeux à lever pour une commercialisation optimale. Bonjour à tous, je suis Morgane Corsini, responsable de projet immobilier public. J'accompagne les entités publiques dans leurs projets de cession immobilière. Le nombre d'inscrits et la diversité des collectivités qui se joignent à nous pour ce rendez-vous nous enthousiasment et nous encouragent
à vous fournir un contenu qui vous parle. Comme d'habitude, on vous propose une présentation d'une vingtaine de minutes, suivie d'un échange de questions-réponses, et on vous invite d'ailleurs à déposer vos questions dans l'onglet prévu à cet effet. Le choix de cette troisième problématique, qui a pu être évoquée brièvement dans le premier épisode « Un cahier des charges impacte-t-il la valeur de mon bien ?», est justifié par cette recherche de contenu qui vous parle. Et donc, première question que nous nous sommes posées pour déterminer le sujet d'aujourd'hui et le titre de ce webinaire, la poursuite d'usage est-elle une expression propre au patrimoine des collectivités territoriales ? En effet, la valeur en poursuite d'usage, au sens de l'expertise immobilière, entend l'idée de valoriser le bien soit de manière comptable, soit de valoriser le bien en considérant que l'exploitation en cours du bien va continuer et que la valeur du bien dépend des résultats de l'exploitation du bien. La charte des domaines, qui va s'appliquer à la vie des domaines et qui est sollicitée par les collectivités dans le cadre de leur projet immobilier, définit plutôt la poursuite d'usage comme le fait d'évaluer un bien sans que des travaux d'aménagement, de restructuration ou sans que l'obtention d'autorisation d'urbanisme ne soit nécessaire. Donc, pendant cette présentation, nous reviendrons dans un premier temps sur deux termes qui sont souvent mis côte à côte, parfois même confondus, alors qu'ils répondent tous les deux à deux codes différents, la destination et l'usage. Ensuite, dans un second temps, nous nous intéresserons à la possibilité concrète de poursuite d'usage sur les biens des collectivités territoriales, donc vos biens, en partant d'exemples très concrets. Et enfin, nous nous intéresserons aux points clés réglementaires qui pourraient empêcher ou compliquer le changement de destination qui serait nécessaire à la nouvelle vie d'un bien. On va commencer. Morgane, je t'en prie. Donc, on va revenir dans un premier temps sur les notions de destination et d'usage et pourquoi le changement de destination peut s'avérer nécessaire. Si les termes dans une conversation peuvent être utilisés pour désigner une même chose, il convient d'insister sur leurs définitions juridiques qui sont sensiblement différentes. La notion de destination, elle, relève du Code de l'urbanisme. Elle correspond à ce pourquoi une construction est édifiée. Il existe 5 destinations et 20 sous-destinations dont le listing est révisé régulièrement, notamment pour s'adapter aux nouvelles utilisations du foncier. Un bien immobilier a été construit pour une destination bien définie. La destination est nécessairement relative à une demande d'autorisation d'urbanisme, qu'il s'agisse d'un permis de construire ou bien d'une déclaration préalable de travaux. Ainsi, les indices plus ou moins clairs pour déterminer la destination d'un bien sont les dernières autorisations d'urbanisme sur le bien et, à défaut, le permis de construire initial. Quelle différence avec la notion d'usage, Charlotte ? Pas mal de différences sur la notion d'usage. D'abord, première différence, c'est que la notion d'usage relève, elle, du code de la construction et de l'habitation. Elle correspond à l'utilisation qui est faite du bien. Il n'existe que 2 usages, l'habitation et autres. En soi, un bien à destination d'habitation peut être utilisé pour un usage autre que de l'habitation, afin notamment d'y accueillir services, bureaux, logements, associations, et c'est ce qu'on voit assez régulièrement sur les biens que vous pouvez nous confier à l'étude. L'autorisation de changement d'usage d'un bien d'habitation vers une activité professionnelle n'est pas obligatoirement nécessaire. Si l'activité professionnelle est exercée au lieu de domicile, s'il n'est pas prévu d'y recevoir de la clientèle ou de la marchandise. Il existe cependant des exceptions locales. Ce qu'on remarque finalement, c'est que les règles relatives au changement d'usage sont locales, là où le changement de destination répond à une réglementation nationale. Enfin, élément plutôt très important, c'est que le changement d'usage, il est nominatif, c'est-à-dire qu'il est attaché à la personne qui le demande. Quand le changement de destination, lui, il est attaché au bâtiment. Et du coup, c'est la notion de destination qui va primer dans le cadre d'une vente immobilière. Héloïse va donc nous montrer dans quelle mesure le changement de destination peut s'avérer nécessaire pour vos biens immobiliers. En effet, envisager une poursuite d'usage revient à considérer qu'aucune autorisation d'urbanisme ne sera requise pour la prochaine affectation du bien. Si vous avez suivi jusqu'ici, envisager une poursuite d'usage, c'est probablement surtout envisager une poursuite de destination. Pourtant, certains biens désaffectés nécessiteront des travaux d'aménagement et de rénovation soumis à autorisation d'urbanisme. Alors, ce n'est pas le cas des anciens logements de fonction aisément cessibles, mais c'est le cas d'autres types qui peuvent être amenés à vendre assez régulièrement chez Agorastore et qui vont sûrement vous parler. Et on va prendre quelques exemples à présent. Le premier exemple, c'est le cas des EHPAD.
Les EHPAD sont à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. Ça nous montre que certains bâtiments, dans leur aménagement actuel, ne peuvent s'adresser qu'à un certain nombre particulièrement restreint d'acquéreurs. En effet, ces bâtiments, ils présentent souvent de très grandes surfaces qui sont réparties entre appartements T1, T2 à aménager, des larges couloirs, des grands espaces communs qui peuvent être convertis vers l'habitation si déjà, le foncier est rare et recherché sur la commune, et également si les porteurs de projets parviennent à équilibrer leur bilan financier. On a un autre exemple, Charlotte ? Un autre exemple qui peut se rapprocher des EHPAD sur certains éléments, c'est le cas des colonies de vacances. Alors pourquoi ça se rapproche des EHPAD ? Parce que d'abord, on a une destination mère qui peut être commune avec les destinations équipements d'intérêt collectif et services publics, bien qu'on peut aussi retrouver la colonie de vacances en sous-destination hébergement dans la destination plus large habitation. Les similitudes avec les EHPAD dépassent la destination, puisqu'il y a aussi, elles présentent en commun des très grandes surfaces, des larges couloirs, des grands espaces communs. Et finalement, de la même façon que pour les EHPAD, la désaffectation puis la vente des colonies de vacances est aussi souvent motivée par l'évolution des normes. Effectivement, l'historique des colonies de vacances fait qu'une très grande partie de ces établissements ont été construits ou étendus entre les années 50 et 80, avec de fait une pollution amiante importante, une accessibilité PMR limitée, entre par exemple l'absence d'ascenseur, des unités de passage insuffisantes en cas d'évacuation incendie, tout ça. Le fait est que les ERP, qui ont été créés par décret de 1954 puis 1965, doivent répondre à des obligations et des normes de sécurité et des normes d'accueil à respecter. Les audits de sécurité, qui correspondent aux vérifications ponctuelles en exploitation, permettent de rendre compte des travaux à réaliser et des dépenses à prévoir pour mettre l'immeuble en conformité avec toutes ces normes. Et ces audits de sécurité, en fait, ils révèlent parfois des contraintes financières super importantes de maintenance et de mise aux normes qui sont incompatibles avec l'usage qui est fait du bien. Pour les colonies de vacances, en fait, on a des ouvertures ponctuelles de centres à l'occasion des vacances scolaires qui sont insuffisants face aux coûts salariaux d'exploitation et de maintenance. Et du coup, la question qui se pose, c'est qui pour acheter un tel bien et surtout en poursuite d'usage ? Et du coup, qui pour acheter un tel bien sans obtenir de changement de destination ? Une différence quand même qui est majeure entre les EHPAD et les colonies de vacances, le premier qui serait, ce serait quelle population ils accueillent, mais c'est surtout où sont-ils localisés. Les EHPAD vont être localisés en secteur urbain ou en limite de secteur urbain, là où les colonies de vacances, elles, sont implantées dans des secteurs peu urbanisés, voire naturels. Et de fait, les possibilités de changement de destination seront forcément impactées par leur localisation et les zonages au sein des règlements d'urbanisme que nous verrons du coup dans un second temps. Ensuite, il existe certains biens immobiliers qui, parce que conçus pour une destination toute particulière, ne peuvent être valorisés pour leur bâti. Étonnamment d'ailleurs, ce n'est pas le cas des anciennes prisons, qui attirent en fait des projets hôteliers ou résidentiels, mais c'est notamment le cas des centres d'archivage, et on a un exemple très concret à vous partager aujourd'hui. Dans l'Est de la France, une collectivité fait appel à l'expert pour déterminer la valeur de vente d'un centre d'archivage. Le bâtiment, construit dans les années 1970, présente une structure en R+9 pour une surface totale de 4300 m². Chaque niveau est composé sur ses latéralités de rayonnage et au centre se trouvent des systèmes de transport d'archives par ascenseur. Si on peut noter le côté atypique de l'immeuble, on note surtout l'absence de fonctionnalité pour toute autre activité que l'archivage, notamment le manque intentionnel de lumière pour protéger les documents et le nombre important de pièces à l'œil. On peut se poser la question, qui s'intéressera dès lors à un tel bien ? Et enfin, le dernier exemple, Héloïse. Oui, un dernier exemple dans notre catégorie, c'est le cas des cités administratives de grande taille. Comme vous le savez, les évolutions des normes législatives distribuant les rôles et compétences des EPCI rendent certains bâtiments obsolètes. C'est le cas notamment de la loi Notré, par laquelle certains bâtiments affectés à des compétences spécifiques et déléguées sont désaffectés. L'évolution des modes de travail aujourd'hui, qui est d'ailleurs un sujet passionnant, on pourrait en parler des heures, qui est étudié par de nombreuses collectivités, par nombreux d'entre vous, par Bercy aussi,
accélère la tendance de concentration dans un seul pôle administratif des compétences et métiers, avec notamment la mise en place de flex office, de télétravail, etc. Cela amène potentiellement à mettre donc sur le marché des très grandes surfaces qui ont accueilli des services administratifs conséquents et qui, suite à la rationalisation du patrimoine, doivent faire l'objet d'un projet alors soit aussi conséquent, soit d'un projet de division, soit un projet de restructuration sur des secteurs où l'administration est parfois moteur de l'activité. Vous voyez un exemple à l'écran. Donc, il faut bien se rendre compte que l'évolution des usages impacte nécessairement les projets envisageables pour le bien immobilier. Effectivement, il est évident que l'évolution des usages fait partie des nombreux éléments à prendre en compte pour déterminer la faisabilité d'un projet d'acquisition avec changement de destination. Et c'était d'ailleurs le sujet du webinaire numéro 2. Ici, dans la dernière partie de ce webinaire, on va s'intéresser essentiellement aux contraintes réglementaires liées à l'obtention de l'autorisation d'urbanisme qui peut être nécessaire, qui va être nécessaire pour procéder au changement de destination du bien par voie de déclaration préalable ou de permis de construire, le cas échéant. Les contraintes à prendre en compte, on les a listées de manière tout à fait non exhaustive. Toutefois, le but, c'est de vous montrer les trois orientations et les trois éléments qu'on peut aller chercher dans le cadre d'une expertise immobilière. 3 types de contraintes. La première contrainte concerne les documents d'urbanisme à l'échelle des communes et intercommunalités. Les seconds types de contraintes, il s'agit des règlements et des plans de prescription de risques, du coup liés aux risques naturels à l'échelle préfectorale et départementale. Enfin, troisième type de contraintes, les contraintes patrimoniales de préservation du patrimoine qu'on va voir à plusieurs échelles, notamment sur les alliances, le travail collaboratif entre DRAC et communes. Morgane, je te donne le bâton de parole pour les contraintes liées au règlement d'urbanisme. Oui, nous allons voir comment les documents d'urbanisme à l'échelle des communes et intercommunalités dessinent le futur de vos bâtiments. D'un côté, les zonages de PLU visent à déterminer les activités qui sont et seront autorisées dans un secteur. Le fait de vendre des biens atypiques, c'est-à-dire ni de l'habitation, ni du bureau ou local commercial pur, augmente le risque d'être contraint par ces zonages. Plusieurs exemples. Les colonies de vacances des départements, communes localisées sur des territoires dont ils ne maîtrisent pas la planification urbaine peuvent se retrouver dans des zones d'équipement de loisirs ou de tourisme social. Nous avons notamment le cas d'un tel zonage sur l'étude d'un bien situé sur une commune balnéaire au foncier particulièrement recherché. Le zonage qui semble aller comme un gant au bâti devient finalement une contrainte dès qu'il s'agit de lui trouver un nouvel avenir. De l'autre côté, les EHPAD ou maisons localisées dans l'enceinte d'un centre hospitalier peuvent se retrouver en zone d'équipement collectif. Nous avions notamment le cas d'un EHPAD dans une ville recherchée du sud de la France, dont la cession est envisagée par un centre hospitalier. L'EHPAD est un bâtiment à l'architecture moderne et présente une structure qui pourrait aisément être transformée vers l'habitation. Compte tenu des prix du neuf et de l'ancien rénové, il n'y a aucun doute que les promoteurs seraient intéressés. Pourtant, un enjeu majeur subsiste. L'EHPAD étant accolé à l'hôpital à la date de l'arrêté du projet de PLU, la parcelle est classée en zone UE, donc réservée aux équipements collectifs. Ainsi, le changement de destination vers l'habitation n'est pas autorisé. Oui, et il est toutefois possible d'espérer que le titulaire de la compétence urbanisme lance un processus de modification du règlement d'urbanisme. Le potentiel augmenté d'un bien permet d'envisager donc une valeur augmentée pour le bien. Toutefois, et vous le savez comme nous, les modifications et les révisions sont des processus sur le long terme. Aussi, au-delà des destinations autorisées par le PLU, les règles internes à la zone peuvent empêcher la réalisation d'un changement de destination. L'expertise évalue donc comment ces contraintes impactent le changement de destination potentiel. Et la règle qui pose le plus de problèmes dans nos expertises et puis globalement sur les projets de changement de destination, c'est le stationnement. Vous avez sûrement dû en entendre parler à plusieurs reprises de notre part. Et en effet, il est régulièrement demandé pour la création de surfaces de logement, d'activités ou de bureaux, la réalisation de stationnement. Et cela peut être complexe en raison de surfaces pouvant y être dédiées en extérieur,
soit la complexité évidente de la réalisation de stationnement en infrastructure. Donc, un élément qui semble a priori mineur peut impacter toute une programmation. C'est notamment une situation que l'on retrouve régulièrement sur les immeubles de bureaux et équipements publics, donc anciennes trésoreries, cantines, locaux associatifs, bureaux, centre-ville ou à proximité de centre-ville et qui sont en zone UA. Et à ces règlements d'urbanisme s'ajoutent donc les contraintes de risque dont la prise en compte s'avère de plus en plus importante et nécessaire. On peut parler notamment des inondations du mois de novembre dernier. Non seulement, en fait, ces risques impactent comment vous allez pouvoir assurer les biens, mais surtout, ils vont contraindre le propriétaire du bien à respecter des règles pour minimiser l'impact sur les vies humaines si le risque venait à se réaliser. Dans un premier temps, nous évoquerons les PPRI existants qui vont associer à une carte d'aléa, une carte de zonage et un règlement précisant les travaux possibles sur les constructions existantes et les normes pour les constructions neuves et pour les changements de destination. Nous avons notamment estimé des maisons d'habitation aux surfaces très importantes, de plus de 200 mètres carrés, qui, parce que localisées en zone rouge du PPRI applicable, ne pouvaient faire l'objet d'une division en plusieurs logements, alors que le maintien en état semblait improbable, une très grande maison sans espace extérieur. Le PPRI vise à minimiser le risque sur une zone donnée. De fait, en fonction du zonage, l'augmentation de la vulnérabilité en augmentant le nombre d'occupants potentiels, par exemple, peut être interdite. De la même façon, les contraintes de premier plancher au-dessus de la cote de référence peuvent empêcher la transformation d'une partie, voire de la totalité d'un bien immobilier. Toutefois, le changement de destination vers une destination moins risquée peut éventuellement être autorisé. On vous a mis d'ailleurs l'exemple à l'écran. On évoque des exemples de PPRI, mais c'est évidemment tous les plans de prévention de risques naturels qui sont évoqués ici. L'idée, c'est que les PPRN, plans de prévention des risques naturels, qu'ils soient prescrits ou non, prescrits ou déjà rédigés, vont impacter le changement de destination. Les PPRN prescrits, eux, vont impacter le changement de destination dans la mesure où, en attendant que le PPRN soit approuvé et dès que les aléas sont connus, les services de l'État peuvent interdire certains projets ou imposer certaines prescriptions dans les zones soumises à un risque en fonction de leur exposition à ce risque. Et en ce sens, il est souvent beaucoup plus appréciable de disposer d'un règlement contraignant mais écrit que de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme soumise à risque de refus en raison de la prescription du PPRI. Tout à fait. Un troisième type de contrainte, Héloïse? Tout à fait. Troisième et dernier type de contrainte que l'on va voir pour aujourd'hui, en tout cas, ce sont les contraintes de préservation patrimoniale qui peuvent elles aussi impacter le changement de destination et les nouveaux projets. Là encore, on l'a divisé en deux sous-catégories. D'un côté, les contraintes liées aux monuments historiques et leurs alentours, donc pour rappel 500 mètres vol d'oiseau, et de l'autre, les contraintes patrimoniales intégrées au règlement d'urbanisme, comme les ex-PSMV devenus SPR. L'attention architecturale portée à un projet sur un monument historique doit être importante. L'ABF qui doit valider les projets et les travaux réalisés peut impacter le changement de destination, notamment par des contraintes de restauration à l'identique. Par exemple, dans les alentours d'un monument historique, on a aussi des contraintes de matériaux, de techniques à employer qui, elles, peuvent impacter fortement le financement d'un projet de changement de destination. De l'autre côté, les ex-PSMV et SPR intègrent de manière claire ce qu'il est possible de faire et ce qui sera refusé. Nous avons notamment fait face aux contraintes suivantes. Le classement en jardin à préserver au sens du PSMV d'une cour non totalement végétalisée qui empêche la réalisation de stationnement, qui empêche donc le changement de destination vers l'habitation de l'immeuble. Ou l'interdiction de modifier en façade les accès qui ne permettent pas nécessairement les projets de division qui pourraient s'avérer nécessaires en raison de la grande surface du bien. Bien évidemment, toutes ces contraintes réglementaires elles répondent à des logiques précises de définition des espaces urbains, de lutte contre les risques et de préservation patrimoniale. Leur impact financier sur les projets de cession peut être mesuré et est existant, mais en réalité, à l'échelle des communes et intercommunalités, cet impact financier il est largement compensé par des organisations urbaines plus vivables et plus durables. Nous avons donc vu ensemble les notions de destination,
d'usage et de l'intérêt d'envisager pour vos bâtiments désaffectés des changements de destination pour ensuite voir, de manière non exhaustive, quelles contraintes réglementaires pouvaient s'imposer à ce type de projet. En conclusion plus large du triptyque de webinaire, un bien n'a pas qu'une seule valeur, il a la valeur du projet qui lui est autorisé. Un bien n'a pas qu'une seule valeur, il a la valeur que le porteur de projet potentiel sera prêt à mettre. Un bien n'a pas qu'une seule valeur, et seul en poursuite d'usage ne rend pas compte des véritables contraintes à l'œuvre. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ce troisième webinaire vous a plu, qu'il vous a appris plein de choses et surtout voilà, que vous repartirez avec plein d'enseignements. Maintenant, il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, on vous invite à aller dans l'onglet questions prévues à cet effet pour poser vos questions et on va y répondre avec grand plaisir. Je vois que Bénédicte Martin nous demande si on pourra partager le lien pour visionner les précédents webinaires avec grand plaisir. Ce qu'on vous propose et ce qu'on a prévu, c'est de vous faire parvenir à la suite de ce webinaire un email avec les 3 liens de webinaire, que vous puissiez avoir accès aux 3 et que vous puissiez prendre le temps de les visionner ou les revisionner. Donc, sans problème, vous aurez accès aux 3 liens. Vas-y, je t'en prie. Yes. Alors, comment je peux m'assurer de la destination du bien immobilier? Alors, plusieurs pistes, parce qu'effectivement, c'est un peu un jeu de pistes et une recherche. Idéalement, vous disposez des dernières autorisations d'urbanisme sur le bien. Autrement, ce qui est indiqué dans votre titre de propriété. Et encore une fois, après, parfois, c'est compliqué d'obtenir ces documents, notamment parce que vos biens immobiliers, vous les avez dans votre patrimoine depuis longtemps. Mais du coup, toujours se référer aux dernières autorisations d'urbanisme sur le bien, même si certains biens, il y a beaucoup moins de doutes. Typiquement, une école, il n'y a pas trop de doutes sur la destination, on sait que ce n'est pas du logement. Mais dans tous les cas, c'est un sujet qui est étudié et qui est interrogé dès l'expertise chez Agorastar, parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir du doute là-dessus pour pouvoir vendre correctement le bien. Complètement. Une autre question. Vous parlez de déclaration préalable et de permis de construire. Comment savoir s'il faut demander l'un ou l'autre? Oui, bonne question. Vas-y. Alors, principalement, c'est sur l'effet que le changement de destination aura sur le bâtiment, à savoir, est-ce que en fait, votre changement de destination est accompagné de travaux qui vont modifier fondamentalement le bâtiment, ou est-ce qu'il s'agit juste d'un changement de destination sans travaux affectant notamment les façades, les ouvertures. Obtenir des réponses des ABF est compliqué, des conseils pour les saisir. Excellente question. Excellente question, oui. C'est vrai que c'est pas toujours simple d'avoir des réponses précises et rapides. Parfois, les villes ont quand même des bons contacts avec les ABF directement. Oui. Du coup, peut-être s'adresser au service urbanisme qui peut avoir aussi un contact direct avec les ABF. Effectivement. Ça peut s'avérer utile, oui. Un PLU peut-il admettre de ne pas démolir les bâtiments inclus dans une zone inondable? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Moi, ce que je comprends, c'est est-ce qu'un PLU peut dire que des bâtiments qui sont dans une zone inondable ne peuvent pas être démolis? A priori, oui, de toute façon, une fois que les bâtiments sont construits, on n'est pas obligé de les démolir. De toute façon, il me semble que même dans les PPRI en zone rouge, il n'y a jamais d'obligation de démolir les bâtiments. C'est pour ça que pas d'obligation en tout cas. Mais alors, est-ce que c'est la question de la rénovation à l'identique qu'on retrouve par exemple sur les zones naturelles où même si le bien ne correspond pas à la destination de la zone, vous avez le droit de le rénover à l'identique? C'est peut-être ça la question. N'hésitez pas, de toute façon, vous avez des contacts normalement avec des personnes de chez Agorastar. N'hésitez pas à nous faire parvenir votre question de manière un peu plus étayée pour qu'on puisse essayer d'y répondre.
Alors, bâtiment existant en friche, la question c'est est-ce que c'est une ruine ou est-ce que c'est pas une ruine? Est-ce qu'on est aux 2 tiers, 1 tiers? Enfin, il y a les... Mais vraiment, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre question par email et on se penchera dessus et on vous y répondra plus précisément. De manière très claire. Alors, abordez-vous le changement d'usage pour les meublés de tourisme qui devient obligatoire dans les zones tendues avec le numéro d'enregistrement? C'est pas envisagé ici parce qu'on reste dans une démarche de toute façon d'accompagnement des collectivités territoriales dans la cession et la valorisation de leurs biens immobiliers. Et du coup, il n'y a pas ici la question de la changement d'usage, des questions de commercialité qui en plus de ça sont ultra... c'est vraiment des questions qui se jouent localement puisque en fait à Paris, à Saint-Malo ou à La Rochelle, vous allez avoir 3 réglementations différentes et du coup, on ne répondra malheureusement pas à ces questions-là. Peut-être dernière question parce que je vois que le temps passe. En tout cas, si vous en avez d'autres après, n'hésitez pas. Vous allez de toute façon recevoir le replay du webinaire. Si vous n'avez pas forcément les coordonnées d'une personne chez Agrastor, on vous recontactera. Donc, vous pourrez poser plus de questions après sans souci. Mais peut-être qu'on peut répondre à la dernière question. Ouais. Ou déposer une demande de changement d'usage. Doit-on déposer une DP pour changement de destination en parallèle? Vraiment, ça dépend vraiment de votre projet. S'il s'agit juste de domicilier une activité qui serait une activité de conseil dans laquelle vous ne recevez pas de clientèle et de marchandises, un simple changement d'usage peut suffire. Le changement de destination, vraiment, c'est si vous décidez de transformer votre bien, effectivement, vous vous posez bien la question, suis-je assuré de pouvoir revenir en arrière à la fin de mon activité professionnelle avec le changement de destination? Non, puisqu'en fait, c'est une autorisation d'urbanisme relative au PLU et relative à votre projet. Et en fait, une fois que vous avez un changement de destination, c'est attaché à votre bâtiment. Si vous voulez revenir en arrière, il faut redéposer une demande de changement de destination vers la destination initiale du bien. Du coup, plutôt à la lecture de votre question, ce serait plutôt un changement d'usage. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Le temps file. Merci encore à tous. On est vraiment ravis à chaque fois de pouvoir vous présenter nos webinaires, répondre à vos questions. Et d'ailleurs, alors on n'a pas encore la date exacte, mais une nouvelle série de webinaires arrive. C'est en cours de préparation chez nous pour 2024. Ce sera sûrement autour de mars. Donc, soyez attentifs, vous recevrez les invitations. N'hésitez pas à nous en parler, à nous faire vos retours aussi, c'est toujours très important. Et puis, on a également un nouveau guide qui va sortir début 2024. Donc, voilà, restez attentifs. Vous recevrez toutes les informations en temps et en heure en 2024. On vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin d'année. Et pour tous ceux qu'on n'aura pas d'ici là, de très belles fêtes de fin d'année. Ça y est, on est le 5 décembre, on a le droit de le dire, donc je me permets. Voilà, donc merci à tous encore et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.